Salam alaikum, donc c'est Boutiche Mohamed. Là je suis à Regaya, là. Je vais pas vous mettre le code postal, donc c'est dans la wilaya d'Alger, département 16. Donc là les premières photos là, que j'ai prises en fin de matinée, c'était l'entrée de mon Douar, là, mois de Shrad, mon hameau, là où je vis. Là tout de suite, là c'était le coucher de soleil là, depuis la gare de Regaya, département d'Alger. Et il y a aussi des cigognes à Regaya, donc j'ai vu des cigognes, des nids de cigognes à Regaya, à Boudoua, dans le département de Boumerdès, à Si Mustafa, à Zemmouri, aux Isser et à Bourjemel. Maintenant, il n'y en a pas, on est maudit. Il y en a peut-être à Souk El-Had, Bni Amran, je ne sais pas. Donc voilà, ben aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais essayer de la faire. Moi j'ai rechargé ma lampe, je la ferai dans la nuit, quand il fera noir, pardon. Et donc là je reviendrai sur la vidéo là, de Rachid Nekaz. Donc on va revenir sur son projet de loi d'amnistie. On va aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles voilà, il y a eu des négociations, là, les accords d'Évian qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie suite au manifeste du 1er novembre 1954, rédigé sous la lecture de Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou. Et voilà, aussi de l'Afrique du Sud. Donc, voilà, et puis ouais, d'autres choses, hein, Inch'Allah, si je pense. Allez, salam alaikum. Et j'ai oublié, donc on est le vendredi 13 mai 2022, donc là je suis encore à Regaya, là, dans la wilaya d'Alger, et il est 19h40, donc sur l'horloge de mon secrétaire. Allez, à bientôt. Donc là c'est le Maghreb, Allahu Akbar, là je suis à Boudoua, là, dans la wilaya de Boumerdès, donc c'est collé, c'est la ville collée à la France, ouais, la limite de la wilaya d'Alger et de la wilaya de Boumerdès. Donc là il est quelle heure là? Il est 19h50. Ouais, aujourd'hui il y avait le mariage d'une petite cousine et la circoncision là d'un petit cousin. Donc voilà quoi. Et donc Rachid Nekaz. Donc pourquoi négocier quelque chose qui avait été accordé 17 ans avant? Donc le 8 mai 45, je te rappelle, les Algériens sortaient pour fêter l'indépendance, le 8 mai 45. Donc déjà la parole de la France, elle n'avait pas été respectée, ils ont été massacrés. Donc ça a été plus vicieux là, après 1962. Et donc après, il faut voir, tu avais cité des militants, Salam, tu avais cité des militants nationalistes, donc, dont Messali El-Hajj, Allah yarhamou. Donc comment avait-il négocié voilà, quoi, la participation du peuple algérien à la défaite de la France de Pétain, la France de Vichy et Hitler, donc les nazis allemands et consorts, dont les fascistes italiens de Mussolini. Donc comment ça s'est négocié? Qu'est-ce qui a été négocié? Bon, apparemment la France n'a pas respecté sa parole. Elle a génocidé des dizaines de milliers d'Algériens en quelques jours et emprisonné des dizaines de milliers d'autres dans la foulée. Donc voilà quoi. Donc pourquoi renégocier avec des machins, là, des tordus, sachant que voilà, quoi, Tebboune derrière c'est François Gouillette et Jean-Yves Le Drian et le petit Hitler des Rothschild, Macron. Donc voilà. Je rajouterai d'autres choses. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Donc là, il est 2h passées. Attendez, je vais vous dire l'heure exacte. Là, donc on est le samedi 14. Il est 2h14. Donc là, je suis sur le toit de ma maison. Je tombe en panne sèche là en montant avec mon scooter. Donc il y a 2 km plus bas là. Et je tombe en panne sèche et j'ai appelé un copain. Il est venu me dépanner avec son scooter. Il m'a donné un peu d'essence. Donc voilà, et donc ouais, Rachid Nekaz, De Gaulle. Donc quand il a accepté ou il a proposé de négocier avec les représentants légitimes du peuple algérien, ceux qui portaient leurs revendications. Donc ce qui a donné, ce qui a eu pour conséquence les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie effective le 3 juillet 1962, mais voilà, la date qui a été retenue c'est le 5, donc certains savent pourquoi. Donc
voilà, les massacres de Sétif donc, n'ont pas eu lieu seulement le 8 mai 1945, donc ça s'est étalé sur plusieurs semaines. Et donc il y a eu des personnes embastillées hein, justement pendant plusieurs dizaines d'années dans la foulée. Et donc c'est des crimes contre l'humanité. Donc sachant que c'est après le 8 mai 1945, après la découverte des camps de la honte là en Allemagne, donc par les troupes soviétiques et les troupes alliées. Et voilà quoi, donc ça a donné naissance, ça a eu pour conséquence le procès de Nuremberg et plusieurs dizaines de condamnations à mort de nazis. Ah, la ligne, je crois, elle est pleine. Je n'ai pas vérifié la date. Et elle est presque pleine. Donc l'Allemagne nazie. Donc le procès il a eu lieu à Nuremberg. Donc normalement il y aurait dû avoir un procès suite voilà, aux crimes coloniaux français, puis les crimes post-8 mai 45. Donc normalement voilà, parce que bon, la France libre était représentée par Charles de Gaulle et d'autres personnes. Et la capitale c'était Alger. Avant ça c'était, je sais plus en tête, Brazzaville ou Libreville. Donc Congo Brazzaville. Donc voilà quoi. Donc comment dire, les oligarques français, le régime français de l'époque, les dignitaires français du régime français, voilà quoi, auraient dû être jugés et condamnés à mort parce que voilà quoi, un mort c'est un mort de trop. Ils en ont massacré des dizaines de milliers, donc plusieurs millions tout au long de la période coloniale. Donc Charles de Gaulle, il s'est retrouvé isolé sur la scène internationale. Donc grâce au travail des militants algériens ainsi que voilà quoi, de leur soutien dans le cadre de la décolonisation, c'est-à-dire les autres nations libres, les autres peuples libres. Donc ils ont gagné sur le terrain, ils ont gagné sur la scène médiatique, sur la scène diplomatique. Et donc voilà quoi, la France voulait sortir par la grande porte, c'est-à-dire sauver la tête de ses dignitaires. Donc voilà, même en France là, on peut les remercier, hein, tous ceux qui étaient en France là, pas seulement les Algériens, les Maghrébins, c'est-à-dire les Marocains, les Tunisiens, certains Africains subsahariens, beaucoup de citoyens français de métropole, donc qui cotisaient financièrement, voilà, qui offraient le fruit de leur force de travail, c'est-à-dire une partie de leur salaire, pour la révolution algérienne. Imaginez l'armée française se tirant des balles dans le pied, je vais vous expliquer comment. Donc on va dire l'armée française qui passe commande de matériel voilà, quoi, aux usines d'armes en France, c'est-à-dire par exemple Renault qui fournissait des véhicules blindés. Donc Renault employait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens et des citoyens français métropolitains qui donnaient une partie de leur salaire à la révolution algérienne. Donc imaginez que voilà, la France achète un char et qu'elle paye une taxe indirecte à la révolution algérienne, c'est un truc de malade. Donc voilà, il faut remercier tous ces gens-là. Il faut remercier le ministère de la Défense français qui finançait la révolution algérienne pendant la révolution algérienne. Pendant la guerre d'Algérie, pour ceux qui ne comprendraient pas, là, ceux qui croient tout savoir. Et donc, voilà, donc Rachid.
Donc quid, bah voilà, qu'est-ce qui a été vraiment négocié, les clauses secrètes. Donc apparemment l'Algérie elle devait faire partie du marché commun, c'est-à-dire ce qui est devenu bah, dans la foulée, dans un premier temps c'était la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, après comment euh, je sais plus, après c'est devenu la CE, Communauté économique européenne, donc le marché commun pour devenir après l'Union européenne. Voilà ce qui est aujourd'hui là, ce qui va bientôt être rasé par la Russie. Donc l'Algérie devait faire partie. Donc elle aurait pu, voilà quoi. Donc ils ont fait leurs calculs, voilà, grâce aux fonctionnaires du commissariat au plan. Ils ont fait des statistiques, ils se sont dit bon bah voilà, le taux de mortalité était de temps pendant la période coloniale jusqu'à l'indépendance. Donc si l'Algérie, le peuple algérien décide de rester français, donc l'Algérie décide de rester française, bah il va falloir mettre à niveau les infrastructures algériennes. Donc c'est pas seulement les routes, les ponts, c'est pas aussi les écoles, donc c'est les hôpitaux. Voilà, c'est accès à à un certain confort. Donc le taux de mortalité infantile aurait baissé très rapidement. Et donc bah, les Algériens ne seraient pas 45 millions comme aujourd'hui, ils seraient plus de 60 millions. Donc l'Algérien voterait les lois françaises. Donc peut-être avec une remise en cause de la laïcité, une remise en cause des partenariats stratégiques secrets avec certains États comme l'entité sioniste. Donc sachant que l'entité sioniste Israël activée en Algérie voilà, pendant la révolution algérienne et aujourd'hui encore, hein, pas se voiler la face. Et donc bah voilà, on a des figures très connues sur la scène française là, comme Gaston Ganaïssa là, je pense que c'est un de ceux qui a voilà, inspiré Elon Musk là, pour PayPal. Donc je parle de Gaston Ganaïssa, là, alias aka Enrico Macias, donnez-moi. Donc voilà quoi, les mendiants. Et donc son beau-père, Raymond machin, là, c'était un artiste, c'était sa couverture. Donc c'était un agent du Mossad, un terroriste, un coordinateur. Ouais, voilà, qui coordonnait ben voilà, les actions du Mossad dans la région de Constantine en particulier. Donc ils ont fait des dégâts le Mossad en Algérie. Donc ils sont acharnés parce que à l'époque, Sétif, Guelma, la Kharrata, là, toutes les zones là, qui ont été voilà, ciblées par la répression féroce, par un génocide, par des crimes contre l'humanité, contre le peuple algérien. Donc c'était le département de Constantine. Et voilà, quoi. Moi je parle pas, je dis pas les juifs, mais les sionistes y étaient très actifs. Donc voilà, il y a Enrico Macias là, qui chiale tout le temps la mort de son beau-père alors que c'était un putain de terroriste du Mossad. Et voilà, est-ce qu'on a fait la paix avec eux? Est-ce que voilà, on est toujours en guerre, en état de guerre contre Israël? Et donc Chidou. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, bah, il n'y a pas eu de paroles respectées là, après le 8 mai 45. Donc comment voudrais-tu qu'ils respectent leurs paroles après le, les accords d'Évian? Ils l'ont pas respecté. Donc des gars qui ont traversé plusieurs républiques comme Charles de Gaulle, Mitterrand par exemple, Mendès France qui a laissé une progéniture islamophobe. Donc ces gens-là, là, leur tête aurait dû rouler, hein, ils auraient dû être condamnés à mort d'après bah, les lois internationales. Donc voilà, et puis ils ne respectent pas leurs paroles. Donc l'Algérie déjà, l'invasion c'était un lac de guerre, donc l'Algérie et le pétrole n'a pas été découvert, exploité de manière honnête par la France. Tout ça, la source de la richesse française, bah, elle part d'un crime, de crimes contre l'humanité. Donc voilà quoi, après l'Algérie elle est musulmane, donc les richesses souterraines appartiennent au peuple. Et voilà quoi, donc bah, je vais en venir là directement là, avec ta loi d'amnistie là, que tu vas proposer là. Donc il s'en sort toujours. Donc il y a eu des lois d'amnistie bah, pour le génocide de la guerre d'indépendance et de la période coloniale. Il y a une loi d'amnistie bah, après les années 90 là.
Donc la France, elle s'est laissé pousser la barbe, elle a appris le Coran des Al Saoud, et puis du moins le Coran, l'interprétation du Coran des Al Saoud. Et voilà, s'est laissé pousser une postiche, elle a envoyé quelques mercenaires serbes, sud-africains, là, que voilà, tu nous décris comme exemple. Donc voilà, la fin de l'apartheid a eu pour conséquence bah, voilà, quoi, des déplacements de détraquer afin de mettre à l'amende voilà, le peuple algérien pendant les années 90. Donc voilà. Et qui rentrait depuis le Maroc. Donc il y a une loi d'amnistie. C'est vrai qu'il y a eu des centaines de milliers de morts. Donc, mais pendant la période Bouteflika, on va dire les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, bon, à part quelques gars, là, le gars là, que tu souhaites utiliser comme un symbole, comme un, voilà, quoi, un cas d'école, donc Hakim de Bazi, Allah yarahmo. Donc ces gens-là, s'ils rééditent pas, ils ont tenté là avec semer la fitna là chez les Mesmourt là en Kabylie là, quand ils ont incendié l'ambassade de France avec ces petites mains là du DRS et du MAC, ont incendié et assassiné des dizaines de personnes, des dizaines de civils innocents, des destructions matérielles. Donc voilà quoi. Donc moi je pense que s'il n'y a pas autant de morts que pendant les années 90 et la révolution algérienne, c'est que voilà, ils sont pas capables de le faire. Ils peuvent pas le faire parce que ils ont la corde au cou. Et là, ils te tendent la main pour trouver un sauf-conduit parce que si des enquêtes sincères, si une enquête sincère, des enquêtes pardon, sincères avaient été entamées là, pour les crimes contre l'humanité commis dans les années 90 contre nos familles en Algérie, bah, on tire la ficelle, bah, tu arrives jusque Paris. Donc c'est pas Tebboune qui te tend la main, c'est la France. Mais ils m'ont poignardé dans le dos, t'es un Français, tu devrais savoir. Hein. Même si t'as renoncé à la nationalité, tu sais comment que ça se passe. Et voilà quoi, donc toi tu voilà, t'es un historien, t'es capable de voilà, faire des recherches, t'es un universitaire avec une spécialité en histoire, donc t'es capable de faire des recherches et de trouver les bonnes informations. Donc là je rebondis bah, sur la transition post-apartheid. Donc tu dis que voilà, les blancs se sont réservés le pouvoir économique et ils ont accepté, ils ont accordé le pouvoir politique aux noirs. Donc quid des métis? Je me suis posé cette question-là hier. Donc il y avait 3 statuts en Afrique du Sud, vous étiez classés en 3 catégories. Donc les blancs, les métis, et pardon, et les noirs. Donc Rachid, regarde ce qui va se passer quand tu vas négocier avec ces fils de chienne, leur donner un sauf-conduit et qui vont pouvoir continuer à se goinfrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Même si tu mets en place une politique fiscale, tu optimises, voilà quoi, une politique fiscale qui optimiserait les rentrées fiscales du futur régime algérien, parce que ça tu comprendras. Donc ça continuera. Donc écoutez les chacals. Ils sont là-bas. Bref. Après, ils trouveront le moyen quoi, de continuer à voler de l'argent. Donc, qui te dit que parmi tes équipes, t'as la BSB, que je pense pas que qu'on puisse t'acheter. Mais voilà, quoi, il y aura des fonctionnaires, des hommes politiques qui seront corrompus par ceux qui garderont le pouvoir économique. Donc, ça sera une spirale infernale. Donc je vois pas pourquoi. Voilà, il y a des managers compétents sur le marché de l'emploi en Algérie, à l'étranger, tu le payes, il travaille. Donc en lui disant, bah écoute, Tarlat, Hebs. Et voilà quoi, donc les investisseurs étrangers bah, seront les bienvenus. Bah, c'est comme je dis des fois à des gens, bah voilà, on n'augmente pas les salaires parce que il n'y a pas de débouché, du moins. Serait de voilà par exemple si on augmente les salaires, donc les gens les teubés là, chez Abba de balles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter des téléphones Samsung fabriqués en Chine, donc il va y avoir une fuite de capitaux, une fuite de devises. Donc l'objectif bah, c'est d'attirer des investisseurs, des unités de production directement ici en Algérie. Donc disons que le marché algérien peut absorber 50 unités et
pour être rentable, l'unité de production doit produire et vendre 100 pièces, 100 unités. Donc voilà, donc si le marché algérien ne peut pas absorber toute la production, donc afin d'atteindre le seuil de rentabilité, bah, on prend les 12-7, les drones et les 7,62, puis on chasse la France des pays limitrophes et de toute l'Afrique afin d'écouler la quantité nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité, c'est simple. Donc voilà, c'est comme ça. C'est ça l'économie, Rachid, t'as pas compris? Et voilà quoi, donc avant de venir te dépouiller tes richesses naturelles, on t'envoie des terroristes. Voilà, on fait fuir les populations qui ne revendiqueront plus leurs droits sur certaines terres. Et donc voilà, par exemple demain pour je sais pas moi pour que l'exploitation, on va dire, d'un gisement soit rentable, voilà, on est capable de fournir en capitaux propres 75%. Donc on va ramener 25%, je sais pas moi, de chez les Italiens, de chez les Chinois, de chez les Turcs. Donc la Turkish Petroleum, c'était la compagnie la plus puissante, la plus riche au début du XXe siècle. Je me souviens, j'avais lu ça une fois. Et donc voilà, et puis tu brades pas notre patrimoine économique. Hein. Regarde, nous c'est pas un cocorico, c'est le cri du chacal et du fennec. Donc voilà, et puis ça mènera à la corruption, comme en Afrique du Sud. Donc voilà, tous les dirigeants de l'ANC là, impliqués dans des affaires de corruption. Donc pour éviter que voilà quoi, la parole, les revendications des Sud-Africains là, qui crèvent la dalle là, à cause de voilà, de mauvaises négociations post-apartheid ou pré-apartheid, bref, pré-fin d'apartheid. Donc il y a même des blancs qui vivent très modestement en Afrique du Sud. Et voilà quoi, donc les blancs ont décidé de garder le pouvoir, du moins ils sont arrangés voilà, pour corrompre les dirigeants noirs afin que le statu quo perdure. C'est-à-dire que ne soient pas remises en cause les accords conclus sur le dos du peuple sud-africain, blanc, noir ou métis. Et donc Elon Musk, je crois, il est sud-africain. Je crois que voilà, même la France arriva, elle a été impliquée là, dans une affaire bizarre là, de mine d'uranium en Afrique du Sud. Donc les Français sont dans tous les coups foireux. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc aussi, je veux te dire, voilà, il faudrait que tu réhabilites voilà, quoi, tes parents, là, ils sont peut-être pas allés à l'école de la République. Ils savaient peut-être pas écrire avec l'alphabet latin, mais ils connaissaient le Coran, ils connaissaient la culture populaire. Donc voilà, on avait un patrimoine, des valeurs morales, voilà quoi, des histoires, on a un patrimoine. Voilà, les gens, c'était pas des idiots, hein. Les Français, ils ont fait cette erreur. Donc ils savaient pas qu'ils avaient des travailleurs immigrés qui avaient reçu des cours d'arabe, qui connaissaient le Coran, qui étaient instruits, hein. Donc des gens qui étaient capables d'apprendre et d'inculquer à leurs enfants la valeur apprendre, d'accord, à l'école ou ailleurs. Donc toi Rachid, tu as fait des études parce que tes parents savaient qu'il fallait que tu fasses des études. Donc nous, nos parents, Benitoum, ils ont remis en cause les théories sociologiques là, de certains sociologues français en particulier. Donc certains disaient que si tu n'es fils d'ouvrier, tu as 95% de chances de finir ouvrier. Donc, après, c'est pas une tare d'être ouvrier parce que voilà, c'est respectable. Et voilà, après, celui qui peut être médecin, qu'il le devienne. Voilà. Moi, mon père, il était autodidacte, Allah yarhamou, donc il a appris le Coran, l'arabe ici en Algérie. Voilà. Après, il a appris le français lui-même. Il a même pris des cours du soir et il se trouvait trop en avance par rapport aux cours du soir qu'il suivait. Il s'est dit, je vais continuer à apprendre à la maison, je m'ennuie au cours du soir. Donc ma mère avait enseigné en langue française. Donc voilà, fais pas de ton cas une généralité. Si tu considères que tes parents ils étaient ignorants, non, ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient quelques outils en main que toi tu n'avais, du moins des outils que tu n'avais pas dans les années 90. Donc voilà, certains écarts que certains peuvent te reprocher, même jusqu'au début des années 2000.
Bah après, tout le monde évolue hein, en bien ou en mauvais. Toi, t'es quelqu'un de respectable. Donc voilà, et puis réhabilite nos parents. C'est pas des teubés, hein, ils sont très intelligents. Voilà, voilà, je suis ce que je suis par rapport voilà, aux réflexions que mon père faisait, aux analyses qu'il avait. Elles étaient à 75% très bonnes, donc tous nos problèmes venaient de la France. Après, les moyens utilisés, bon, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les informations pour avoir la réponse 100%. Donc voilà, tu laisses pas partir Gouillette, il reste ici. Donc tu as vu Le Drian, là, il est convoqué par un juge d'instruction à Bamako. Macron, bah, il est recherché. Donc il y a même Blanquer, là j'ai vu là tout à l'heure là, sur Twitter, j'ai vu une vidéo, là il se présentait voilà, pour être voilà, aux élections législatives là, dans le Loiret. Le Loiret. Donc lui, il est responsable de génocide. Hein. C'est un islamophobe notoire. Donc il a vacciné de force des dizaines de voilà quoi, des millions de gamins français scolarisés. Donc et ce gars-là aussi, bah voilà, il cherche une immunité là pour les événements à venir, c'est-à-dire devoir rendre des comptes. Il se dit ouais ben là je vais expliquer, voilà, j'ai une immunité parlementaire maintenant, le droit international, on te monte en l'air, tu viens ici, toi, tu fermes ta gueule. Et voilà quoi, c'est des gens, voilà, ils cherchent une porte de sortie. Ouais, il est avec l'autre, la Cavada ou la Cavana, là, la Brunasse, sioniste. J'ai mis ma capuche parce que j'ai froid au cou. Ça, c'est pour ça que c'est bien les vestes à capuche. Donc ouais, Rachid, tu as plusieurs cartes en main là, au cas où tu voudrais négocier. Donc bah, tu as le peuple algérien. Parmi le peuple algérien, bah, il y en a des millions, ils ne pardonnent pas ce que le DRS de Toufik, c'est-à-dire et le caporal Nezar, le Khazar, donc vomissent, donc ils les vomissent. Parce que ce qu'ils ont fait au peuple algérien pendant, bah, depuis plusieurs décennies en fait, pas seulement pendant les années 90. Donc voilà, donc il y a plusieurs millions d'Algériens qui les détestent, qui veulent leur tête, au sens propre du terme. Donc voilà, et puis on a Tebboune qui les a réhabilités. Donc voilà, ceux-là, faut pas les rater. Donc tu as le peuple algérien résidant en Algérie, tu as la diaspora algérienne, comme ils disent, la diaspora, c'est-à-dire des millions d'Algériens à l'étranger qui sont prêts à apporter voilà, quoi, leur soutien voilà, à se poser en lobby anti-accord, c'est-à-dire tu ramènes leur tête, point barre. Et voilà, quoi, parce que bon, les médias, les réseaux sociaux, les médias mainstream, là, les réseaux sociaux et autres machins, là, donc marginalise la voix des peuples. Marginalise la voix des peuples. C'est-à-dire que voilà, l'Algérien en particulier en France, il est marginalisé à travers les médias et les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, on donne le tempo. Hein. Donc tout le monde, personne ne croit leurs conneries là. C'est comme là l'histoire là, des racistes machin là, sur les réseaux sociaux, là, le racisme afro-africain. Donc tout le monde a compris que c'est orchestré par voilà, quoi, des officines, blablabla, machin. Donc voilà, et puis t'as les enfants du peuple algérien qui contrôlent l'armée algérienne, qui attendent voilà, quoi, un signal populaire. Tant qu'à faire de leader charismatique, tu n'es pas le seul. Donc pour aller faire le ménage, donc par la voie légale, c'est-à-dire se rendre, voilà, t'es en état d'arrestation, monte dans le camion, viens faire un tour en Mercedes. Et après, voilà quoi, l'usage de la force est aussi légal, c'est-à-dire en cas de voilà quoi, de rébellion. Bon, d'après, voilà, on vient avec un mandat d'arrêt émis par un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt émis par juge d'instruction machin, du tribunal de Sidi machin, de voilà
en fonction du lieu où se trouve la cible en Algérie. Bon, après, peut-être qu'il faudrait aussi, avant ou pendant, créer une cour spéciale pour juger tous ces crimes de guerre ainsi que leurs consorts français. Et voilà. Donc, voilà, il y a la force légale, c'est-à-dire s'ils ne se rendent pas, 762, 12-7 et le drone. Voilà, c'est tout, ou RPG. Et voilà, donc c'est sur eux qu'il faut compter. Puis le peuple algérien, il a le soutien de plusieurs peuples. Parce qu'il est vu comme un phare. Hein. Il est vu comme un phare. Chikim al-Phare, il est vu comme un phare. Donc apparemment, les clandestins là, qui se rendent, du moins les Harraga, là, qui prennent la mer là, depuis les plages de Boumerdès aussi, hein. Et ils s'arrangent pour que ce soit par beau temps. Donc là, ça va être la saison. Là. Bon. Ça va faire comme la première scène de Scarface. Ils foncent tous vers l'Europe. Voilà, par rapport. Voilà, ça c'est Scarface, c'est le film là. Donc avec Tony Montana. Donc voilà, quoi, à un moment, Fidel Castro avait ouvert les vannes de la migration vers la Floride, les États-Unis d'Amérique. Donc ils utilisent comme phare comment ça s'appelle, le minaret là, de la mosquée Boutefli 4, celui qui voulait être Boutefli 5. Voilà, et puis, donc l'Algérie c'est un phare pour plusieurs peuples, des dizaines de millions de personnes d'opprimés. Donc là je vais faire une aparté là, par rapport à la journaliste palestinienne là, de confession chrétienne qui a été assassinée d'une balle dans la tête il y a quelques jours, là, une des correspondantes de Al Jazeera. Donc là aujourd'hui ou hier, donc j'ai vu qu'elle avait été lors de ses funérailles. Donc ceux qui portaient le cercueil de cette dame ont été violemment agressés par les forces de sécurité sionistes israéliennes. Quel est le but ? C'est quoi le but ? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Attend-il, provoque-t-il la faction, la résistance palestinienne chrétienne, c'est-à-dire le FPLP, Front de Libération Populaire de la Palestine, qui dans la foulée, voilà, quoi, aura le soutien et parce qu'il est allié avec les autres mouvements de résistance palestiniens, c'est-à-dire le djihad islamique et le Hamas, à travers nos frères des brigades Azzedine el-Qassam. Donc un grand salam au frère Abu Obeida. Donc c'est une de nos figures charismatiques. Voilà, c'est le Abu Suleiman du Cham, de la Palestine. Et voilà, quoi. Donc après, dès que la machine de guerre palestinienne légitime se mettra en branle afin de venir en solidarité, afin d'apporter son soutien au mouvement de résistance chrétien de la Palestine. Voilà, après on mettra le focus sur les musulmans, le terrorisme islamiste, machin. Donc tout ça c'est forcément coordonné avec des plans qui risqueraient d'être mis en place, qui risqueraient d'être développés, déployés dans les prochains jours, les prochaines heures. Donc là on est Shabbat, donc il faut s'attendre à des trucs. Donc sachant que le cortège funéraire a subi des attaques, c'était aujourd'hui, donc il faisait déjà nuit en Nouvelle-Zélande, donc Shabbat avait déjà commencé. Voilà quoi, donc à son âme, on peut pas dire Allah yarahma, c'est pas une musulmane. Il y en a qui disent Allah yarahma, je sais pas, je maîtrise pas la science islamique. Voilà quoi, donc utilise à bon escient là, le symbole Hakim de Bazi. Donc te laisse pas influencer par n'entraîne pas dans les négociations les Ali Guédiri, les machins là, les Drarni, machin là, les autres trimards là, comment il s'appelle là, Karim Tabou, voilà, et autres, hein, l'autre là, Soufiane Gilali là, Gilles Jadid, l'autre la blondasse là, Soubida machin, voilà quoi, Ardek Menram. Pas besoin de
t'as 1 500 000 followers abonnés sur Facebook. Voilà, quoi. Ouais, donc Rachid Nekaz, voilà, comment tu peux négocier avec des gens depuis un régime, quoi, voilà, un groupe qui depuis des décennies, en particulier voilà, quoi, les Algériens voilà, installés à l'étranger, en particulier en France, donc ils n'ont jamais reçu de soutien diplomatique de la part des autorités algériennes, ni de la justice algérienne. Donc quid, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Donc ce serait les législateurs qui auraient des comptes à rendre, mais bon, les législateurs, on va dire, c'est juste une chambre de validation des décisions prises par le DRS de Toufik. Voilà quoi, les équipes de Bouteflika. Voilà quoi, donc moi je me souviens là quand il y avait des élections en Algérie et que voilà quoi, les Algériens à l'étranger étaient sollicités quoi dans le cadre des élections présidentielles et législatives. On venait nous bassiner là. Ouais, nous on veut faire baisser le prix du billet d'avion Air Algérie. Ouais, l'ouvrier algérien il a les moyens d'aller tous les week-ends là, en Algérie ou toutes les vacances scolaires, arrêtez de foutre de nos gueules. Donc le prix du billet là, il n'a jamais baissé, il n'a fait qu'augmenter. Et voilà quoi, comment considère, voilà comment a été transformé le citoyen algérien par la France à travers le régime en tube digestif des consommateurs. Ouais, ta poche. L'Algérien préfère avoir. Il aime la thune, même s'il vit comme un clochard, il veut de l'argent. Oh, beaucoup, hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire quand l'argent ne vaudra plus rien. Donc voilà, Rachid, tu peux pas négocier là, avec les. Tu vas leur donner le pouvoir économique, mais ils vont acheter tes équipes. Et avant ça, ils auront optimisé ils auront fait de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Et donc les rentrées fiscales seront toutes maigres, donc même pas de quoi payer tes fonctionnaires. Donc dans la foulée, ils lanceront la corruption et puis voilà, le pays va encore perdre 50 piges. Voilà, et puis après, ils vont dire que c'est de ta faute. Parce qu'ils diront, ouais, il y a des gens là comme Boutiche Mohamed, là, le pays là, les Charbel Matelbir, là, qui se baladent dans scooter, là, qui tombent en panne sèche à 1h30 là, dans les montagnes, là où il y avait plein de terroristes, et là, on n'a rien à foutre. C'est comme les gens, ils me disent, mais t'as pas peur et tout, nana, et toi t'étais en France, blablabla, la disquette. Moi, qu'est-ce que je leur réponds? Je leur dis, écoutez, en France, vous savez ce que vous risquez de croiser en France? Des groupes de racistes, vous risquez de croiser des flics racistes, vous risquez de croiser des gendarmes racistes, vous risquez de croiser je sais pas moi, des gars, non, je le dirai pas, bref, peut-être des bandes, par exemple, vous habitez le quartier X, vous croisez les quartiers, les gars, une bande du quartier Y, ils vous déglinguent la gueule, vous risquez quoi, d'être agressé par, en France, hein. Vous risquez de prendre une balle perdue par des chasseurs, là, ils se disent, ouais, ils m'ont chassé. Il y a un sanglier, là, il a réussi à rentrer dans le quartier de la Houillère, à Charleville-Mézières, là, il s'est pris une balle perdue, là, le Guedjo, là, il s'est pris une balle perdue, là, comment ils disent, putain, là, le boucac, dans les bâtards. Voilà, et puis, ce qu'on risque de croiser, on risque aussi d'avoir affaire à des juges racistes ou pédophiles. Je me gratte le nez. Voilà quoi, on risque en France, tu peux croiser quoi sur la route. Ouais, plein de trucs, mais bon, ici il n'y a plus de terroristes ici. Donc c'est sanctuarisé. Donc les flics, là en montant tout à l'heure, là, donc je passais par le barrage de la police. Je passais par le barrage de la police là, de la place des Martyrs là, à Tenir. Et j'ai fait un écart à droite pour éviter un nid de poule. Donc le policier m'a dit de me mettre sur le côté. Je me suis dit, oh putain, je vais prendre une amende, j'avais pas de casque. Et il vient voir moi je me gare. Il me dit, ah c'est toi. Il me dit, salam alaikum, c'est tout. Non, je lui dis salam alaikum premier, il m'a dit, ouais, bon, il m'a attendu là, salam. Il m'a attendu là, il me dit, ah c'est toi et tout.
me dit, pourquoi tu t'es déporté? Il me dit, j'ai cru que tu allais te sauver. Je dis, moi, je me sauve pas, je suis pas un criminel. Je dis, si. Moi, je me suis dit, merde, je vais prendre une amende pour le casque, tu me la mets, c'est tout. Hein. Il me dit, non, allez, vas-y, bonne nuit. Il me dit, non, parce que je lui dis, j'ai esquivé un nid de poule, quoi. Enfin, un trou. Et bon, après, j'aurais dit bonne nuit, ils m'ont dit bonne nuit. Puis voilà, je suis rentré, je suis tombé en panne sèche. J'ai croisé un copain, là, on a discuté dans la montagne, on s'est arrêté, on avait la vue sur Alger, on discutait. Comment là, certains faits divers là, qui ont eu lieu là, ces dernières semaines, bref, c'est pas important. Et c'est pas des ragots, c'est la vérité, mais c'est du voilà qu'on parlait des gens, des conneries qu'ils font. Et après, bah, on s'est laissé. Et puis moi, j'ai roulé 2 minutes, je suis tombé en panne sèche, je l'ai appelé, il est monté, il m'a dépanné. Ah, il assure, mon pote. C'est le mécano d'Air Algérie, là, que vous avez vu une fois dans une de mes vidéos. Et voilà. Et il était mécanicien chez Air Algérie, puis à cause du coronavirus, là, du Covid-19, bah, il a été viré. Et puis voilà, maintenant, il fait de la mécanique sur les scooters et les motos. Je vais le montrer après. Je vous dirai à la prochaine vidéo si j'y pense. Et voilà quoi. Et la lune en face de moi. Et voilà donc. Quid. J'ai oublié ce que je disais avant de. Je suis rentré chez moi là, il fait froid dehors. Et ouais, donc là je vais conclure. Donc ouais, Rachid Chidou. Donc là je reviens là sur l'amnistie là, et puis le partage du pouvoir là. Tu me laissais le pouvoir économique à la France. Donc il y a un opérateur très important là, en Algérie, voilà, il est très célèbre, donc c'est Vital. Donc sa figure emblématique, bah, c'est le bras financier de Toufik. Donc c'est Issad Rebrab là, et tous ses morbacs. Donc il a un bras droit peu connu là, en Algérie par le peuple. Donc c'est Kamal Ben Koussa. Il est né dans les Ardennes. Là. Je sais pas s'il est de Viviocourt ou de Vrigne-au-Bois. Là. C'est deux communes collées qui se trouvent entre Charleville et Sedan, dans les Ardennes. Il a travaillé à la City. Donc il est français, franco-algérien. Il s'était présenté à la présidence du moins, il voulait se présenter au présidentiel de 2014. Donc c'est une question que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse. J'ai pas cherché la réponse en fait. Bon, beaucoup disent que la loi, là, le code électoral là, qui interdit voilà, des personnes nées à l'étranger ou ayant eu une nationalité étrangère, non algérienne. Donc ne pouvaient pas se présenter voilà, quoi, au présidentiel par exemple. Donc des fois je me dis c'est pas pour toi qu'ils l'ont faite cette loi-là, c'est pour Kamel Ben Koussa. Donc Kamel Ben Koussa, donc lui il a voulu se présenter en 2014. Et lui c'était le lièvre de Toufik, il était coaché par Toufik. Il s'en vantait même. Et ça tu demandes à Abdou Semar, là, Algérie Part, il est au courant, là, il pourra te donner des détails. Il n'a jamais publié, parce qu'il sait l'identitaire Abdou Semar. Le scribe, le scribouillard. Bref, Abdou, ce que je voulais dire, non, Chidou. Voilà, donc il a un frère à Reims. Donc il est dans le même, voilà, je crois il est associé maintenant, avocat associé chez ACG. Donc avec descendant de pieds noirs juifs d'Algérie, là, Gérard Chemla. Donc Pauline Manès, sa gonzesse. Et moi, dès le début des années 2000, quand je vivais à Reims, donc il y a beaucoup de délinquants, je ne vais pas dire des dizaines, mais beaucoup de délinquants bah, qui avaient choisi Mourad Ben Koussa, donc le frère de Kamel, pour être avocat, pour les représenter, pour les défendre dans certaines affaires. Et tous disent que c'est un juif.
C'est confirmé à Charleville-Mézières. Enfin, on en parlait, genre, tu vois, à Reims, les gens disent que c'est un juif. Et il y avait des délinquants dans le quartier qui disaient, ouais, c'est un juif. Mourad Ben Koussa, les Ben Koussa, c'est des juifs. Je l'affirme pas. Et j'aime pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais Issa Rebrab, c'est connu, c'est un juif, berbère. Et c'est des juifs sionistes, hein. Et voilà quoi, donc à vérifier, à confirmer ou pas. Donc est-ce que la loi là, interdisant à tous ceux qui ont pu être titulaires d'une nationalité étrangère, est-ce que cette loi-là, elle est liée à lui, pas à toi? Parce que toi, lui, il était coaché par Toufik, hein, direct, hein, il s'en vantait même. Donc Kamel Ben Koussa, il m'a représenté lors d'une garde à vue en juillet 2014, dans le cadre bah, voilà, quoi, comment dire, d'une garde à vue comment dire, à la demande bah, du ministère de l'Intérieur. Donc je l'avais choisi parce que je savais qu'il fallait lui niquer sa race, le griller. Donc lui, il était l'avocat bah, de la société dans laquelle je travaillais, société de transport, donc Transport Nord-Est, Autodestock, bon, c'était, voilà, le gérant c'était le même, c'était El Hadi Baziz, Mohamed El Hadi Baziz, donc un franco-algérien né en Algérie, je crois, Constantine, à Kabyle de Constantine, donc il l'avait pour avocat. Donc il lui avait arrangé un rendez-vous avec Kamel Ben Koussa à Alger, là, je sais plus c'était quand, bref, début 2014 ou fin 2013. Donc je l'avais choisi pour ça. C'est ce motif que je lui ai dit, parce que t'es l'avocat à Hadi. Donc la déposition, il a dit que voilà, le comportement que j'ai eu était lié à une frustration. C'est lui qui m'avait dit, je lui ai dit, moi, il faut leur dire sur le PV que je travaillais avec Islamique Intelligence. Et moi, j'ai laissé faire, j'ai pas insisté parce que voilà, c'était sa parole contre la mienne vaut plus que la sienne. Donc voilà, c'était par rapport à un engagement. Il m'a dit non, faut dire pour s'en sortir que c'était quoi? Voilà, c'était lié à une frustration, voilà quoi, socio-professionnelle, machin, la disquette. Donc j'ai fait 3 jours après la demande de Pierre Dartout, là, qui est à Monaco en ce moment, là, qui blanchit l'argent, qui prépare des attentats. Donc l'auteur de Charlie Hebdo. Donc Pierre Dartout. Donc j'avais été envoyé, là, c'était Jean-Edmond Bessier, là, le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Donc j'ai passé un peu moins de 3 jours, voilà quoi, dans un hôpital psychiatrique à Chalon, service tilleul de Madame Liling. C'était au moment de la répression féroce des autorités françaises contre des manifestants pacifiques pro-palestiniens. Donc voilà, je vous dis salam alaikum, je vous dis bon courage. Donc voilà, fais attention à tes interlocuteurs, fais attention à qui tu penses, à qui tu crois que tu vas donner contrôle économique. Donc eux, ils seraient capables de, pour te couler si ça les arrange, de réduire drastiquement leur production ou de renforcer des unités à l'étranger afin de prendre le relais avec des unités qui se trouveraient en Algérie afin de baisser leur impôt parce que tu auras verrouillé, on va dire d'un point de vue fiscal, comment dire, voilà quoi, on va se dire bon bah on va déclarer zéro, on va rien produire en Algérie, rentrée fiscale que dalle. Et le peuple, bah, il ira chasser des cases avec des bidons d'huile vides, remplis de sable ou de pierre ou de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est tout. Après, si tu veux pas comprendre, je peux rien faire pour toi. Allez, salam alaikum, gang gang. Salam alaikum, donc on est samedi 14 mai 2022, donc là il est 11h30, là, 11h37. Donc c'est pour conclure la vidéo d'hier. Donc c'est encore Shabbat, donc ça va être le bordel. Donc voilà, c'est pour revenir au cas de nos sœurs, de nos frères palestiniens. Donc Rachid, si la justice algérienne avait compétence universelle, depuis qu'on va dire cette pratique existe, moi j'en entends parler depuis une vingtaine d'années. Donc
combien de millions de Palestiniens, d'Africains, d'Asiatiques, on aurait pu rendre justice grâce à la justice algérienne. Parce que voilà, les éléments de preuve, ils sont plus que suffisants. Donc quand vous avez des Amnesty International là, défendu par des gosses de pieds noirs racistes d'Algérie, là, comme l'autre, la blondasse, là, j'ai oublié son nom. Et l'autre, là, à une époque, là, il y avait aussi une députée, une autre blondasse, là, qui assistait régulièrement, là, Jean-François Copé, là, juif d'Algérie, là, de Grèce. Kopelovici, là, ouais, Vici, pour sonner romain. Donc, que des racistes de merde, des gosses de l'OAS. Donc, ouais, non, je précise, pas des pieds noirs seulement, parce que pieds noirs, bon, l'énorme majorité, là, des pieds noirs qui vivaient en Algérie, c'était des gens respectables, honorables. Je parle des rejetons de l'OAS, là, l'organisation étatique terroriste. Allez, salam alaikum, gang gang. Là, je suis exactement à Cap Djennet. Là, donc, je vais vous montrer là où j'habite exactement, là, la vue que j'ai. Donc là, je vais vous montrer. Moi, là, j'habite au fond, là-bas, là, au point le plus haut. Là, je vais zoomer un peu. Moi, j'habite là. Oh, regardez. Cap Djennet, regardez la plage, comment elle est stylée. C'est beau, l'Algérie. Hey Chidou, imagine, t'amnisties là, tu réhabilites le trimar là, la petite découverte, c'est un TFK là, et qui est Haddad là, j'ai oublié son prénom. Donc, et en plus tu lui refiles des contrats là pour qu'il remette à niveau là tous les projets là qu'il a mal construits. Et tu sais, pour se foutre de ta gueule, tu vois, pour reboucher les trous là par exemple sur les autoroutes, il va mettre du plâtre. Ils sont capables de tout, hein. Ils ont de rien ces gens-là. Donc là, voilà, je suis entre Cap Djennet, là, la Kabylie, là où la Kabylie maritime commence, et près de Sidi Daoud, Saint-David. Et donc ouais, on a une histoire avec les juifs quoi. Et des gens très très bien, voilà quoi. On va pas tous les mettre dans le même sac, il y a les juifs et les sionistes. Donc les sionistes qui se cachent derrière les juifs, derrière les malheurs des juifs. Donc ici c'est une zone à la fois agricole et poissonneuse. Et il y a du poisson pas cher. C'est la période du thon là, il est à 4,50 € le kilo. Bon, c'est un peu cher pour les Algériens, c'est vrai, c'est triste. Et donc c'est une zone, elle a été traumatisée, elle a été martyrisée par les terroristes envoyés par l'État français pendant les années 90. Donc l'objectif par exemple de cerner, d'encercler Alger, c'est pas mettre en danger les décideurs politiques avec lesquels travaillaient les dirigeants politiques avec lesquels travaillaient les terroristes. Donc c'est pour contrôler le peuple algérien, c'est-à-dire voilà, tu fermes ta gueule, sinon tu manges pas de poisson, tu manges pas de légumes. Donc il y a beaucoup de bio ici. Et voilà, un des objectifs du terrorisme, voilà, c'est le contrôle de l'économie. Donc les cases, ils veulent leur donner sans qu'ils aient à tirer une balle. Le monde à l'envers. Ouais. Et franchement, ça fait plus d'un an que je suis pas passé ici, au moins un an je pense. Franchement, machallah, ils ont une belle région. Mais aussi c'est beau, mais chaque région a son charme. La mer, elle est bleu turquoise ici. Hein. Ah, franchement, c'est très beau. Et Bled El Khair, c'est des gens voilà, attachés à leur culture musulmane. Voilà, c'est des Amaziren, mais bon, voilà, attachés à l'islam. Allez, je vous reprends après, c'est là. Donc ouais, Rachid, là, j'ai roulé quelques kilomètres, j'ai oublié de te dire. Donc ces populations-là, qui ont souffert du terrorisme pour deux raisons. Donc parce qu'elles sont musulmanes, attachées aux valeurs islamiques, à l'islam. Et aussi parce que voilà, elles habitent un secteur stratégique, c'est-à-dire agricole. Et une zone de pêche. Et donc ces gens-là doivent être indemnisés
pour ce qu'on leur a fait. Avec cet argent-là, ils vont le faire travailler. Donc il faut leur donner pour qu'ils puissent continuer à nourrir les Algériens. Et voilà, donc toi tu veux aider les requins, là, ceux qui, voilà, les agro-industriels type Benamor et toute la clique là, de Morbat, là, de Mange-Misère. Tu veux les amnistier et voilà, donc l'agro-industriel qui veut voilà, transformer la matière première, c'est-à-dire les produits agricoles, donc qui soient, parce que c'est de l'agriculture, ça rentre dans le domaine voilà, des prérogatives du ministère de l'Agriculture, le poisson, donc l'élevage, bovin, ovin, et j'ai oublié le nom là pour les poulets, les dindes, machin, et voilà pour l'agriculture, c'est-à-dire le blé, les légumes, les fruits. Donc eux doivent être aidés, doivent être indemnisés parce qu'ils ont été attaqués à cause de ça. Ils ont été terrorisés à cause de ça. Donc, et l'agro-industriel qui veut se lancer dans l'agro-industrie, tu le finances avec l'argent du pétrole, c'est-à-dire que tu lui prêtes à 0% parce qu'on est des musulmans, avec des garanties bien sûr. C'est compris Rachid. Gang gang. Ouais, donc là je suis à Delles là, donc vous avez vu là la plaque là, la Casbah elle est plus ancienne que celle d'Alger. Donc ici Delles, c'est dans les confins de la wilaya de Boumerdès, à la limite du département de Tizi Ouzou. Et voilà quoi, ensuite vous avez Tigzir. Ah c'est bien chez nous. Allez, salam alaikum. Ouais, salam alaikum là, donc là je quitte Delles. Regardez le paysage derrière. Voilà de ce côté là il y a un hôtel qui a la mer. Donc je voulais vous rappeler ici, Delles elle a été l'attaque terroriste la plus choquante qu'il y ait pu avoir les 2 dernières décennies, c'était voilà quoi, un fourgon, un camion chargé d'explosifs balancé par les terroristes français contre une caserne de garde-côte. Il y a eu plusieurs morts, ils sont vivants, ils sont au paradis. Mais Rachid, il faut rendre justice là pour les victimes, les familles des victimes, pardon, les mères, les sœurs, les femmes, les épouses, les filles qui pleurent voilà, leur garde-côte décédé. Voilà, donc regardez la mer. Là, je vous en fais profiter. Tac. Là, les montagnes. Bon, moi, je me redirige vers Zimoré, là. Allez, ça va, je fais le montage et je balance.